Bonsoir. Dans les prochains mois, après plus de 15 ans de travaux, le Grand Musée d'Égypte va enfin ouvrir ses portes au public à proximité des pyramides de Gizeh. Et la star de ce nouveau musée est sans conteste Toutankhamon. La totalité du trésor funéraire et ses 5398 objets découverts en 1922 par Howard Carter seront présentés. Les égyptologues et les chercheurs vont enfin avoir une vision globale de ce trésor. Ce soir, Science Grand Format vous propose un focus sur ces objets emblématiques découverts dans la tombe du pharaon et dont l'étude pourrait renverser bien des idées reçues. Qui était Toutankhamon, un enfant roi fragile ou un chef de guerre qui a mené ses armées au combat? Est-il mort de maladie ou a-t-il été tué pendant une bataille? Le poignard retrouvé dans les bandelettes de sa momie est une pièce exceptionnelle avec sa lame en fer qui était à l'époque plus rare que l'or. Mais une surprise de taille attendait les chercheurs. En utilisant les dernières technologies de pointe, ils ont pu établir que cette lame était forgée dans un métal extraterrestre. Les concentrations en nickel et les quantités de cobalt décelées attestent une origine météoritique. Un cadeau des dieux pour un roi guerrier. Autre indice évident, le jeune roi a été inhumé avec un véritable arsenal de guerre. Les ornements en or du char, reconstitués après 3 ans d'un minutieux travail, montrent l'image d'un roi tout-puissant et d'un chef de guerre impitoyable avec ses ennemis. Vous verrez aussi que son armure de cuir n'a rien d'une tunique d'apparat. Sa conception et l'extrême sophistication de sa fabrication pourraient être comparées à une veste en Kevlar ou à un gilet pare-balles. Le portrait du pharaon qui se dessine est donc plus celui d'un grand guerrier que celui d'un enfant roi. Toutankhamon, les secrets du pharaon, un roi guerrier, c'est un documentaire inédit à découvrir tout de suite sur France 5 et à retrouver sur le site France TV. Bonne soirée et vive la science en grand format. Le trésor funéraire de Toutankhamon. Sa découverte il y a près d'un siècle a ébloui le monde. On croyait tout savoir de ces objets d'une beauté exceptionnelle. Pourtant, ils recèlent encore des secrets. Un déménagement historique va permettre de les redécouvrir. En Égypte, au pied des pyramides, un gigantesque musée est sorti de terre. Il doit abriter la totalité du trésor de Toutankhamon. Jamais les 5398 objets de son tombeau n'avaient été réunis. Et bon nombre d'entre eux n'avaient même jamais quitté les réserves du vieux musée du Caire. Oh, regardez ce cheval, regardez! Les technologies les plus récentes ouvrent de nouveaux champs d'exploration. Elles lèvent le voile sur des mystères plurimillénaires et nous montrent enfin l'homme sous le masque. On voit réapparaître de minuscules détails. Le transfert est l'occasion de passer au crible et parfois même de restaurer le mobilier funéraire du pharaon. Cet examen approfondi apporte de nouveaux éléments de compréhension. Il ne s'agit pas seulement d'un trésor, mais d'un véritable arsenal. Qui était Toutankhamon? Un enfant roi fragile ou un souverain martial qui guidait ses soldats au combat et l'a payé de sa vie? Voici les secrets du trésor de Toutankhamon. Toutankhamon est l'un des derniers pharaons de la 18e dynastie. Il est monté tout jeune sur le trône, vers 1330 avant notre ère. Son règne s'est terminé 10 ans plus tard. Son fabuleux trésor découvert il y a près d'un siècle en a fait le pharaon le plus célèbre, peut-être le plus connu et le plus étudié de l'histoire. Ce trésor inestimable est une mine d'informations sur l'Égypte ancienne, mais aussi sur ce jeune roi qui, à bien des égards, reste mystérieux. Certains objets intriguent particulièrement les égyptologues. Ils pourraient changer radicalement notre vision de Toutankhamon. Il y a d'abord un mystérieux poignard, retrouvé sur la momie du pharaon. Puis, des garnitures de char en or. Ces ornements précieux ont été retrouvés réduits en fragments. Des restaurateurs les ont patiemment reconstitués. Et enfin, une tunique protectrice en écailles de cuir. Ces 3 objets nous racontent qui était le véritable Toutankhamon. Ils pourraient même expliquer la mort prématurée du pharaon.
Tout a commencé dans la vallée des Rois, l'après-midi du 26 novembre 1922. Sur ce site désertique à l'ouest du Nil, Howard Carter fait la plus grande découverte de l'histoire de l'égyptologie. L'archéologue britannique met au jour une tombe quasiment intacte, celle d'un pharaon nommé Toutankhamon. Pour les égyptologues comme Amandine Marshall, le récit d'Howard Carter est d'une valeur inestimable. Il nous fait vivre de l'intérieur ce moment extraordinaire. On suit la stupéfaction de l'archéologue lorsqu'il jette un premier regard dans le tombeau. Il découvre émerveillé un trésor vieux de 3200 ans. Howard Carter raconte comment peu à peu, les objets émergent de l'obscurité. Sous la flamme vacillante de sa bougie, il voit apparaître des centaines de pièces entassées. Lorsque Lord Carnarvon m'a demandé si je voyais quelque chose, écrit-il, j'ai répondu oui, des choses merveilleuses. Alors effectivement, pour Howard Carter, c'est une découverte absolument extraordinaire, inespérée. Lui seul, quasiment, était persuadé qu'il y avait encore une tombe à découvrir dans la vallée des Rois, alors que bien des explorateurs et archéologues, tous étaient persuadés d'avoir fait le tour, finalement, de cette vallée des Rois et que pour eux, il n'y avait plus rien à trouver. Donc son obstination, cette quête vraiment déterminée à trouver cette tombe va finalement payer. La nouvelle fait rapidement le tour du monde. Au cours des mois et des années qui suivent, on extrait un à un les objets de la sépulture. Ils sont ensuite transportés au musée du Caire. Depuis, les merveilles de Toutankhamon ont ébloui des millions de visiteurs. Son trésor raconte l'histoire d'un pharaon fauché en pleine jeunesse. L'âge exact de Toutankhamon à sa mort fait encore débat. Il avait sans doute 18 ou 19 ans. Une chose est sûre, son décès a été soudain et prématuré. Marc Gabold enseigne à l'université de Montpellier. Il est spécialiste de la 18e dynastie. En fait, on sait très peu de choses sur Toutankhamon. La seule chose, finalement, dont on est sûr, c'est qu'il est né et qu'il est mort. Et qu'il a été enterré de manière somptueuse. La plupart des égyptologues s'accordent maintenant pour penser que le père de Toutankhamon est le pharaon Amenhotep IV, Akhenaton, le premier pharaon monothéiste de l'histoire. La mère de Toutankhamon serait la belle Néfertiti. Il est vraisemblablement né vers l'an 13-14 d'Akhenaton et qui a régné 17 années. Et lorsqu'il est monté sur le trône, il avait vraisemblablement 7-8 ans. Donc c'est un roi très jeune. Les objets retrouvés dans le tombeau dressent le portrait d'un petit roi choyé. Voici le Toutankhamon qu'on trouve dans tous les manuels d'histoire. Le portrait d'un enfant trop jeune pour régner. Une marionnette entre les mains d'adultes avides de pouvoir. C'est l'image que donnent de lui les objets exposés au musée égyptien du Caire. Or, il ne constitue qu'une fraction du trésor de Toutankhamon. Jusqu'ici, l'immense majorité de ces 5398 pièces étaient sous clé, dans les réserves. Mais l'achèvement du grand musée égyptien change la donne. Car aujourd'hui, elles sortent au grand jour. Pour la première fois, la totalité de la collection va être exposée au public. Le contenu de ces caisses permettra d'éclairer d'un jour nouveau l'histoire du pharaon. Des milliers d'objets y sont enfermés depuis leur découverte. Certains n'ont même jamais été examinés.
Le nouveau musée possède plusieurs laboratoires équipés d'outils de pointe. Ils vont permettre de les étudier dans le détail. Cette modeste porte cache un rêve d'égyptologue. Bienvenue dans la réserve numéro 93. On y stocke surtout le mobilier de Toutankhamon. La salle déborde d'objets en or. Ils sont conservés dans un environnement stable. Ici, la température et l'hygrométrie sont contrôlées en permanence. On a des bateaux, des bâtons, des lits. Chris Nanton fait partie de la poignée d'égyptologues qui ont la chance de pouvoir accéder à la collection. C'est très émouvant de se retrouver ici, de voir tous ces objets qu'on prépare pour être exposés dans le nouveau musée. C'est une chance unique dans une vie. Ces objets n'avaient pas été réunis depuis leur découverte dans la tombe de Toutankhamon. Il faut imaginer que c'est à peu près 5000 objets qui ont été trouvés dans les 4 pièces qui constituent la tombe. Ces objets sont aussi extrêmement variés, ils sont aussi très rares. Pour Salima Ikram, cette nouvelle configuration est une chance immense. Les égyptologues peuvent désormais embrasser de façon exhaustive toute l'histoire du pharaon. La tombe de Toutankhamon était remplie d'objets. C'est un peu comme un grenier où les parents entassent les souvenirs de notre enfance, où ils conservent tout ce qui nous a appartenu depuis notre naissance. Ouvrir le tombeau de Toutankhamon, c'est comme entrer dans son grenier, et les objets nous donnent un aperçu de son existence. Une nouvelle image émerge de ce trésor réuni. Ce n'est plus celle d'un enfant roi, mais celle d'un guerrier. Dans le tombeau, Howard Carter a découvert 6 chars, 7 boomerangs, des dizaines d'arcs, des centaines de flèches, 8 boucliers et une série d'armures très sophistiquées. Donc, ce n'était pas seulement un trésor, il y avait là un véritable arsenal. Ce ne sont pas là les jouets d'un enfant. Et pour cause. Au moment de sa mort, Toutankhamon était déjà roi depuis plusieurs années. Les objets retrouvés dans sa tombe sont manifestement les armes d'un guerrier accompli. On le surnomme affectueusement l'enfant roi, parce qu'il est monté sur le trône avant l'âge de 10 ans. Mais quand il est mort, il en avait presque 20. Or, dans l'Égypte ancienne, on était un homme à 14 ans. Donc, l'image de l'enfant roi est une représentation très romanesque parce qu'en vérité, c'était un souverain adulte. Et ce souverain a emporté des armes dans l'au-delà. Toutankhamon semble avoir tenu à l'une d'elles en particulier. Dans l'ancien musée du Caire, une vitrine abrite un petit poignard. Un objet absolument extraordinaire. Il a subi des analyses poussées avant son transfert dans le nouveau musée. Le résultat de l'examen semble à peine croyable. Cette lame viendrait d'un autre monde. Quand on parle du trésor de Toutankhamon, on pense en premier lieu aux pièces d'apparat les plus raffinées. Mais ce que nous révèlent les objets du quotidien est tout aussi inestimable. En particulier son arsenal. On a des tiroirs entiers remplis de flèches. Il n'y a que ça ici? Oui. Que ce genre d'objet. C'est incroyable. Ils datent tous du 2e millénaire avant notre ère. Certains d'entre eux étaient déjà exposés dans le vieux musée du Caire. C'est le cas du poignard préféré du pharaon. Étrangement, il se trouvait à l'écart des pièces phares de la collection. La plupart des visiteurs y jetaient un œil distrait en passant.
Ce n'est peut-être pas l'objet le plus célèbre du tombeau de Toutankhamon, mais c'est certainement l'un des plus intéressants. À première vue, il ressemble à n'importe quel autre poignard. Et pourtant, personne ne se doutait de son secret. Il faut d'abord revenir au contexte dans lequel il a été retrouvé. Il avait été placé dans le cercueil de Toutankhamon et se trouvait quasiment au contact de son corps, entre les bandelettes. Ce devait être un objet extrêmement important pour Toutankhamon. Il a été retrouvé au niveau du flanc droit de la momie. Le deuxième élément remarquable est son exceptionnelle beauté. Sa poignée en or est finement ouvragée. On a de délicates bandes de pâte de verre et de matériaux précieux. Le pommeau est en cristal de roche. Le fourreau est recouvert d'une feuille d'or agrémentée de motifs floraux complexes. Le tombeau de Toutankhamon ne manque pas d'or et de chefs-d'œuvre d'orfèvrerie. Ce poignard devait revêtir une importance ou une signification particulière pour avoir été placé sur le flanc de la momie. Alors pourquoi le jeune pharaon y tenait-il tant? La partie la plus intéressante du poignard, c'est sa lame. Elle est en fer. Aujourd'hui, le fer est l'un des métaux les plus répandus sur Terre. Mais à l'époque de Toutankhamon, il était plus rare que l'or. Les Égyptiens connaissent très très mal cette technologie qui est très sophistiquée en fait. La métallurgie du fer, il faut traiter le minerai de manière très particulière pour à la fin pouvoir obtenir du fer métallique et savoir le combiner avec du carbone pour obtenir à la fois la dureté et la souplesse que l'on désire. Donc c'est quelque chose qui était fondamentalement pas du tout familier aux Égyptiens à l'époque de Toutankhamon. Véritable métallurgie du fer, les Égyptiens vont l'ignorer jusqu'au premier millénaire avant notre ère. Soit plusieurs siècles après la mort de Toutankhamon. Le fer de ce poignard ne provient pas d'une mine égyptienne. Et il n'a pas été forgé dans le royaume des pharaons. Alors, d'où venait-il ? Ce mystère intrigue les égyptologues depuis près d'un siècle. Jusqu'à récemment, il était impossible d'analyser la composition d'un objet sans l'endommager. Mais les méthodes d'investigation non invasives ont changé la donne. La spectrométrie de fluorescence des rayons X en particulier ouvre de nouveaux horizons à la recherche archéologique. Cette technique permet d'analyser l'empreinte chimique de la lame. Et surtout, elle va nous indiquer le pourcentage des différents éléments qu'elle contient. Dans la nature, le fer est toujours mêlé à d'autres éléments. Le profil unique de cet alliage permet d'identifier sa provenance. C'est l'analyse à laquelle a été soumise la lame du poignard. Je vais demander à tout le monde de reculer de 3 mètres pour des raisons de sécurité. On va lancer le scanner. La machine envoie un faisceau de rayons X vers le poignard. Les atomes libèrent alors des photons, dont l'énergie et la longueur d'onde sont propres à chaque élément chimique. Voilà, c'est fait. Donc ici, on a le résultat de l'analyse au rayon X. On voit la concentration des différents éléments chimiques avec 3 pics. Le fer, le nickel et le cobalt. D'accord. L'analyse montre que la teneur en nickel est anormalement élevée. Qu'est-ce que ça nous dit sur le type de fer qui a été utilisé pour ce poignard? Cette composition chimique ne correspond pas au fer fondu en Égypte ou autre part sur cette planète. Le minerai de cette lame ne se trouve nulle part sur Terre. Mais alors, d'où peut venir ce fer? Il ne peut venir que d'une météorite.
Le fer dont cette lame est faite est d'origine extraterrestre. Son voyage a commencé il y a des milliers, peut-être des millions d'années, dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Un morceau de roche et de métal fonce à plus de 20 km par seconde à travers l'espace et se dirige droit sur notre planète. Il s'écrase au sol. L'impact envoie au loin des milliers de fragments de fer en fusion. Ces fragments jonchent le sol d'un désert d'Afrique ou du Moyen-Orient pendant des centaines de milliers d'années. Puis un jour, des hommes les trouvent et les ramassent. Ils vont alors les fondre et les forger pour en faire un objet d'une rare beauté. L'attribut d'un puissant souverain. Pour Aidan Dodson, Toutankhamon savait que ce fer était tombé du ciel. 1500 ou 2000 ans avant Toutankhamon, les Égyptiens parlent déjà du fer du ciel. C'est un matériau miraculeux. Le fer a un pouvoir particulier. Il vient des dieux. Pour Toutankhamon, ce poignard était sans doute un cadeau des dieux. Le tombeau renfermait bien d'autres objets précieux. Certains, aujourd'hui restaurés, révèlent l'ambition du jeune roi. Les images le font apparaître comme un puissant souverain, l'un des maîtres du monde. Toutankhamon a emporté 6 chars dans sa tombe. Ils avaient été soigneusement démontés et déposés dans l'antichambre. En 1922, Howard Carter a trouvé plus de 1500 fragments dorés éparpillés sous les chars. Mais à l'époque, on n'était pas en mesure de les assembler. Ils avaient donc été entreposés dans une caisse. Howard Carter avait l'espoir qu'un jour, les progrès de la science permettraient de reconstituer le puzzle. Près d'un siècle plus tard, son souhait est en passe d'être exaucé. Christian Ekman est un restaurateur de renommée mondiale spécialisé dans le verre et le métal. Il a pu assembler les fragments. Ils composent une image saisissante, Toutankhamon représenté au centre du monde. On voit apparaître des détails infimes qui n'étaient pas visibles au moment de la fouille. Ces fragiles feuilles d'or décoraient autrefois les harnais des chevaux et le char. Christian Ekman travaille sur ces fragments depuis 3 ans. Et sa tâche n'est pas terminée. Chaque pièce qu'on peut rattacher au motif principal fait partie d'un immense puzzle. Mais il nous manque encore beaucoup de morceaux. Et nous tâchons aussi de replacer les plus petits fragments à leur emplacement d'origine. Christian Ekman a déjà reconstitué plus de 70 feuilles d'or. Elles ont été décorées à l'aide de la technique du repoussé. Les harnais étincelants devaient impressionner la foule et les soldats. Personne n'avait vu ces images depuis qu'on avait scellé la tombe du pharaon. Pour Mark Gabold, c'est un grand privilège de pouvoir les interpréter. Ce que l'on a ici, ce sont des garnitures de harnachement de cheval ou des garnitures de char qui étaient utilisées par le roi, aussi bien pour la chasse que pour la guerre. Le décor de ces garnitures révèle que l'ambition de Toutankhamon s'étendait au-delà des frontières de l'Égypte. On a des animaux sauvages, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mélange d'influences. À la fois, on a des décors que l'on retrouve au Proche-Orient, comme la spirale
les décors d'animaux ou ce griffon, qui est visiblement ici presque une image du roi, puisque sur ce petit panneau, le roi n'est pas présent, et pourtant il y a une chasse aux animaux. Ce griffon qui est un animal qui a été créé au Proche-Orient. Les panneaux représentent Toutankhamon en roi tout-puissant, un souverain désireux d'asseoir son autorité sur les ennemis de l'Égypte. On représente le roi d'Égypte systématiquement triomphant de ses ennemis. Ces garnitures en or placent Toutankhamon parmi les grands pharaons. C'est un homme d'État avec lequel il faut compter. Un guerrier déterminé à détruire quiconque menace son royaume. Un chariot d'apparat va être transféré au Grand Musée égyptien. Il est orné de scènes révélatrices de l'état d'esprit du pharaon. Ce char va être scanné en 3D aujourd'hui. Mais avant, bien sûr, il faut démonter cette boîte de verre qui le protège depuis des décennies. Voilà, on l'enlève sous nos yeux. Chris Naunton a ainsi l'occasion unique d'examiner ces somptueuses décorations. Avant le transport, on analyse soigneusement son état de conservation. Là, avec cette sorte de pistolet, on prend une suite rapide d'images pour créer un modèle numérique du char en 3D. C'est une étape extrêmement importante. On a besoin de connaître l'état du char à son emplacement actuel pour s'assurer que tout sera conforme dans le nouveau musée. Ce modèle numérique va donc servir de référence à l'avenir. Quand on est tout près des objets comme ça, on se rend compte de l'accumulation de détails très complexes. Grâce à eux, l'égyptologue peut se livrer à un véritable décryptage de l'image que le jeune pharaon voulait donner de lui. Cette représentation ici, à l'intérieur du char, est d'une finesse extraordinaire. Ces feuilles d'or ont été décorées au repoussé par martelage. Cette frise représente des captifs étrangers, les ennemis de Toutankhamon. Malgré sa beauté, l'image est d'une grande brutalité. Elle témoigne d'une époque violente où la guerre est quasi permanente. Une époque où il ne fait pas bon être vaincu. Une corde circule tout le long de la scène et relie tous les prisonniers. Certains sont attachés par le cou, d'autres ont les mains liées derrière le dos, et d'autres encore ont les coudes attachés au-dessus de la tête. Les traits physiques et les costumes des captifs permettent de les identifier. Ce sont les ennemis traditionnels de l'Égypte. Les Nubiens au sud, originaires de l'actuel Soudan, et les Hittites et les Assyriens au nord et au nord-est, qui peuplent la Turquie et la Syrie aujourd'hui. Il veut se représenter comme un souverain soumettant les peuples qui entourent son pays. Armé de son poignard de fer, il proclame sa gloire sur un char orné d'images qui démontrent sa puissance. Toutankhamon voulait dominer le monde antique. Mais ces objets sont trop beaux et trop fragiles pour le champ de bataille. S'agit-il de représentations purement symboliques, la fantaisie d'un roi faible qui se rêve en puissant guerrier ? L'analyse d'une cuirasse retrouvée dans sa tombe pourrait nous donner la réponse. C'était vraiment du matériel militaire dernier cri. Cette tunique protectrice est une pièce cruciale du puzzle. Elle semble indiquer qu'on attendait du pharaon qu'il mène l'armée au combat pour protéger le pays et étendre son empire.
Elle pourrait même expliquer la mort soudaine de Toutankhamon. Le laboratoire de pointe du Grand Musée est l'endroit idéal pour l'analyser. Lucy Skinner est spécialiste du cuir archéologique. Elle est venue voir cette magnifique cuirasse. C'est un vêtement défensif unique en son genre. Il pourrait confirmer que Toutankhamon n'était pas un enfant roi sans envergure, mais un guerrier prêt à partir au combat. Oh, wow. Ces écailles de cuir composaient la cuirasse de Toutankhamon. À l'époque, elle devait faire forte impression. Cette tunique a passé plus de 3200 ans dans un tombeau, puis encore un siècle dans les sous-sols du Caire. Elle vient d'être transférée au Grand Musée égyptien. Pour Lucy Skinner, c'est une grande première. C'est formidable de la voir de près comme ça. Je travaille sur le cuir archéologique égyptien depuis près de 10 ans. Et enfin, je peux voir cette cuirasse en vrai. Cette cuirasse lamellaire est une trouvaille unique en Égypte ancienne. S'agissait-il d'un vêtement d'apparat ou d'une véritable armure? La technique de fabrication pourrait nous renseigner à ce sujet. Elle est composée de plus de 2000 écailles de cuir, cousues de façon à se chevaucher. Une ligne en relief les empêche de s'écarter. Le tout donne une cuirasse à la fois souple et résistante. On voit très bien ces petites arêtes sur chacune des écailles. Les morceaux de cuir se chevauchent. Donc on peut penser que si une flèche venait frapper la cuirasse, les arêtes empêchaient les écailles de s'écarter. C'était une sécurité supplémentaire. Pour Lucy Skinner, c'est le résultat d'une technique de fabrication sophistiquée. Tout a été fait pour que la cuirasse soit performante. Il ne s'agirait donc pas d'un vêtement d'apparat. Pour confirmer sa théorie, elle analyse en détail 2 écailles de taille similaire. Là, j'utilise une technique appelée RTI, ou imagerie par transformation de la réflectance. C'est un outil qui prend toute une série de photographies sous des éclairages différents. Ensuite, on compile tous les clichés et on fait ainsi apparaître très clairement tous les détails invisibles à l'œil nu à la surface de l'objet. Ça, c'est vraiment intéressant. On voit très bien la texture de l'écaille. C'est la première fois qu'on analyse les écailles avec cette technologie de pointe. Lucy note immédiatement d'étonnantes similarités entre les 2 échantillons. Vous pouvez zoomer là-dessus? Là? Ces écailles sont pratiquement jumelles. Elles font la même longueur, la même largeur. Les arêtes sont exactement à la même place. On a là une vraie régularité de forme. Pour moi, ça veut dire qu'ils avaient optimisé la fabrication de ces écailles et qu'ils pouvaient les reproduire à l'infini. L'explication la plus simple, c'est qu'elles sont issues de la même matrice. Je pense qu'elles ont été moulées. L'arête de côté est parfaitement dessinée. On a vraiment l'impression qu'elle a été obtenue par pression au moyen d'un moule. Cette technique aurait permis d'obtenir des écailles identiques, épaisses et solides. Et si on a procédé ainsi, c'est sans doute pour protéger Toutankhamon au combat. Le cuir des écailles est vraiment très compact. La cuirasse devait pouvoir dévier un impact assez puissant. Cette cuirasse de conception ingénieuse a été réalisée avec le plus grand soin. Elle était faite pour résister aux flèches. Toutankhamon aurait donc pu la porter sur le champ de bataille.
Il s'agissait vraiment d'un équipement militaire dernier cri. C'était le gilet en Kevlar de l'Égypte ancienne. Seul un véritable guerrier aurait eu besoin d'une cuirasse aussi performante. Mais quelle menace pesait sur l'Empire? Qui Toutankhamon voulait-il affronter et pourquoi? Salima Ikram a demandé l'autorisation d'examiner un arc transféré dans le nouveau musée. On y voit représenter les ennemis héréditaires de l'Égypte. C'est fou. On ne l'avait jamais vu. C'est la première fois qu'on le sort. Depuis sa découverte, cet arc dormait dans les réserves du vieux musée du Caire. Ici, c'est le haut de l'arc, parce qu'il y a les ennemis du nord. Et là, ce sont les ennemis du sud. Les Nubiens sont au sud, au nord, différents peuples asiatiques, et ils s'y mêlent parfois des Libyens. Pour Salima Ikram, cet arc n'a jamais tiré de flèche. Il est trop fragile pour le champ de bataille. Mais il offre de précieux renseignements sur le règne de Toutankhamon. Il montre un pays et un pharaon sous la menace perpétuelle de ses voisins. Au sud, les colonies nubiennes se soulèvent. Elles menacent l'approvisionnement en or et en biens précieux venus d'Afrique. Au nord-ouest, les tribus libyennes font des incursions violentes dans le pays. Et à l'est, le puissant empire hittite s'est installé en Syrie. Il est désormais aux frontières de l'Égypte. L'Égypte est dans la tourmente. Les alliés sont devenus des ennemis et la politique expansionniste des Hittites vient frapper à la porte de l'Égypte. Voilà pourquoi Toutankhamon a été enterré avec tout un arsenal. Les restaurateurs du Grand Musée égyptien déballent des dizaines d'arcs, mais aussi des centaines de flèches, des boucliers et des boomerangs. Tous ces objets nous montrent le pharaon en soldat. Un souverain parfaitement équipé pour le combat et prêt à guerroyer. Les vestiges oubliés du tombeau de Toutankhamon apportent un nouvel éclairage sur le jeune pharaon. Et si on réexaminait les pièces maîtresses du trésor à la lumière de ces éléments? La véritable identité de Toutankhamon se trouve peut-être sous nos yeux, sur les objets exposés depuis des décennies au vieux musée du Caire. Ce coffre était dans le tombeau de Toutankhamon. On y voit sur tous les côtés des représentations du jeune pharaon sur son char poursuivant ses ennemis. Et il est représenté avec les objets récemment examinés au musée. Le grand arc, des flèches et une cuirasse. Les harnais décorés et le char. Le roi est peint debout sur son char. Il bande son grand arc, il tire, et tous les ennemis du sud sont frappés par ses flèches et tombent à ses pieds. Ensuite, de l'autre côté, on a une scène très similaire. Mais cette fois, ce sont les ennemis du nord de l'Égypte. On a de grands barbus originaires de Syrie. Ils sont piétinés par les chevaux du pharaon. On les voit écrasés sous les roues du char. Et une fois de plus, Toutankhamon décoche une flèche et il tombe. Toutankhamon est au cœur de la mêlée. Il mène ses troupes au combat. On imagine le paysage, on ressent le chaos ambiant, la chaleur. C'est extraordinaire. On a toujours cru que ces représentations étaient purement symboliques. Mais les armes peintes sur le coffre se trouvaient dans le tombeau du pharaon.
Si ces objets sont bien réels, les faits décrits le sont peut-être aussi. Ces scènes de bataille pourraient être plus réalistes qu'on ne le croyait. Toutankhamon a-t-il mené ses armées au combat? La réponse se trouve à plus de 600 km du Grand Musée égyptien. Sur les rives du Nil, au nord de l'ancienne Thèbes. Dans les ruines d'un gigantesque complexe, le temple de Karnak à Luxor. Cette enceinte sacrée témoigne de 2000 ans d'histoire. Les pharaons successifs n'ont cessé d'y construire, détruire et rebâtir des temples. Chacun voulait y laisser sa marque. On ne sait pas exactement quels édifices Toutankhamon a fait bâtir, mais on a quand même des fragments qui indiquent qu'il a pu ériger des temples. S'il l'a fait, ces temples portent sans doute des scènes de bataille comme celle-ci. Il semble que Haï, le tuteur et successeur de Toutankhamon, ait fait bâtir ici un temple à la gloire du jeune pharaon. Par la suite, l'édifice a été détruit et ses pierres réemployées ailleurs. Ces blocs sont aujourd'hui dispersés dans tout le complexe. L'archéologue Ray Johnson a passé 20 ans à rassembler les pièces du puzzle. Il a pu reconstituer l'un des décors qui ornaient les murs du temple. On y voit Toutankhamon en roi guerrier. Il mène là aussi ses armées vers la victoire. Certains détails sont terribles, comme ses mains tranchées, embrochées sur des lances, ou ce prisonnier en cage, suspendu au mât d'un navire. Pour Aidan Dodson, ce ne sont pas de simples images de propagande. Ces bas-reliefs ne sont pas stylisés. Ils semblent bien représenter une scène réelle. On peut raisonnablement penser que les blocs de ce temple figuraient un fait d'armes bien précis. Et Toutankhamon occupe le centre de la scène. Il est probable que le roi a participé en personne à ces campagnes. Il n'y a pas de raison de penser qu'il a été représenté au combat alors qu'il n'y avait pas pris part. On sait aujourd'hui que Toutankhamon était de santé fragile. Mais ces fragments semblent attester son courage et sa détermination au combat. Dans ce cas, ce n'était pas un jeune homme faible, criblé de maladies, à moitié infirme, qui ne pouvait pratiquer aucune activité physique. C'était un jeune guerrier, fort et vigoureux. Le précieux poignard venu du ciel et le char richement orné montrent un homme épris de pouvoir. Son arsenal et son ingénieuse cuirasse indiquent qu'il était prêt à se battre. Le coffre peint et les fragments de murs de Karnak semblent prouver qu'il a mené ses armées au combat. Ainsi réunis, ces éléments dressent un portrait différent du célèbre pharaon. Celui d'un roi guerrier. Cette ardeur belliqueuse pourrait-elle expliquer sa mort prématurée ? Dans les laboratoires du Grand Musée égyptien, on restaure tout le mobilier funéraire de Toutankhamon. Nombre d'objets semblent manifester son goût des campagnes militaires. Il est protégé par une cuirasse performante et possède un poignard d'un tranchant incomparable pour l'époque. C'est un chef militaire qui ne craint pas l'ennemi. Un souverain mort avant 20 ans. Alors Toutankhamon aurait-il été tué au combat? Aurait-il fait le sacrifice de sa vie pour l'Empire d'Égypte? Le corps momifié du pharaon se trouve toujours dans la vallée des rois. Il est étendu dans le tombeau préparé pour lui il y a plus de 3300 ans. Pendant ces 33 siècles, les huiles et résines ont préservé son corps. Et ses secrets.
Le débat sur les causes de sa mort est presque aussi ancien que sa découverte. Est-il mort de maladie? A-t-il été tué dans un accident? On a un nombre incalculable d'hypothèses. On a parlé de paludisme, de septicémie, d'un coup sur la tête. La cause de sa mort a fait couler beaucoup d'encre. La radiographie de son crâne est riche d'enseignements. Pour Salima Ikram, elle indique peut-être que Toutankhamon n'est pas mort dans sa capitale. Sur son crâne, on a une première couche de résine et puis une seconde. Le fait qu'on ait 2 couches de résine pourrait indiquer que Toutankhamon a été momifié en 2 temps, ce qui était très inhabituel. La momification devait commencer quelques jours après la mort. On commence immédiatement par vider le corps des organes internes. On enlève même parfois le cerveau. Sinon, les bactéries prolifèrent, le corps gonfle et ça peut exploser. Le pharaon a pu subir une première intervention pour enrayer la décomposition, en attendant une momification complète. Il est possible qu'il soit mort loin de la vallée du Nil et on a dû pratiquer une première momification dans l'urgence. Peut-être se trouvait-il en expédition ou menait-il campagne dans le désert, dans un lieu éloigné du fleuve. La radiographie du thorax apporte d'autres éléments de réflexion. Alors comme on peut le voir sur cette radiographie, ici, à cet endroit, aurait dû se retrouver le cœur du pharaon. Pourtant, il est manquant. Et ça, c'est quelque chose qui est très mystérieux, car pour les Égyptiens, il était fondamental que le cœur reste à sa place. Le cœur, les Égyptiens en avaient besoin pour une scène qui est devenue célèbre, que l'on appelle la scène de pesée du cœur, où justement le défunt devait prouver par son cœur les bonnes actions qu'il avait faites durant sa vie terrestre, et donc il était fondamental qu'il puisse rester dans le corps. Alors parfois, par erreur, les embaumeurs pouvaient le retirer. Dans ce cas-là, on momifiait l'organe et on le replaçait à l'intérieur du corps. Ou si, suite à un accident, un problème avec un hippopotame, un crocodile, le cœur venait à manquer, on pouvait réaliser un cœur factice, mais surtout, on plaçait à l'endroit où aurait dû se trouver l'organe une amulette particulière que l'on appelait le scarabée de cœur. Et ici, ni cœur factice, ni scarabée de cœur. L'absence du cœur pourrait indiquer que la personne qui a pratiqué la momification n'était pas très compétente, ou que Toutankhamon avait besoin d'être traité rapidement alors qu'il se trouvait loin des meilleurs embaumeurs du pays. À l'époque de la mort du pharaon, dans les années 1320 avant notre ère, les armées égyptiennes se trouvaient à 1200 km de l'Empire. Elles tentaient de contenir et repousser l'ennemi juré de l'Égypte, les Hittites. Toutankhamon se trouvait peut-être sur le champ de bataille. On sait que les armées égyptiennes se battent dans le nord de la Syrie. À la question de savoir si Toutankhamon se trouvait sur ce territoire éloigné, on peut répondre de façon positive. On peut penser qu'il était effectivement présent. Toutankhamon s'est peut-être rendu aux confins de l'Empire. Il a pris part au combat en personne. Et il en est mort, fauché en pleine jeunesse. Toutankhamon est peut-être mort alors qu'il commençait à imprimer sa marque. Il avait commencé à reconquérir des territoires qui avaient été perdus. Il tentait de refaire de l'Égypte la grande puissance de la région. S'il avait vécu plus longtemps, il aurait peut-être eu un règne glorieux. Sa dynastie aurait été perpétuée et l'histoire aurait été très différente. Le transfert du trésor de Toutankhamon dans le grand musée égyptien est un événement pour le grand public, mais aussi pour les archéologues. Il démontre une fois de plus que dans cette science fragile, aucune certitude n'est jamais acquise.
ces 3 objets en témoignent. Une lame de poignard en fer météorique, des garnitures en or qui attestent la stature de l'Empire d'Égypte et une armure solide pour aller au combat. Toutankhamon se voyait en guerrier et l'était visiblement. Loin de l'image de l'enfant roi, c'était un grand souverain. Sa mort soudaine a laissé le pouvoir vacant. C'est son tuteur et principal conseiller, Aïe, qui lui a succédé. Sans héritier, la lignée de Toutankhamon était condamnée. Son histoire et son nom ont été effacés par ses successeurs. Et pourtant, il y a près de 100 ans, grâce à la découverte de sa tombe demeurée intacte, son nom est à tout jamais entré dans l'histoire.